encore un peu d'histoire. Le concept d'aliment ultra transformé a été défini pour la première fois en 2009 par des épidémiologistes brésiliens, en tête Carlos Monteiro, Geoffrey Cannon et Jean-Claude Moubarak. Donc c'est une forme de révolution parce qu'il n'était pas usuel de classer les aliments selon le degré de transformation. Et ces épidémiologistes ont observé, face à l'explosion du diabète et de l'obésité en 10-15 ans dans leur pays, que finalement le lien avec ces maladies avait plus à voir avec le degré de transformation des aliments qu'avec leur composition. Donc ils voulaient sortir de ce qu'on appelle la single nutrient approach, donc l'approche réductionniste par nutriment, vers une nouvelle approche totalement révolutionnaire entre guillemets, qui consiste à reclasser les aliments, et on va voir que de reclasser les aliments selon le degré de transformation a un impact considérable, notamment en termes de santé publique. Ils ont comparé différentes classifications sur la planète, et de toutes ces classifications, ils ont par des éléments comparatifs d'efficacité des classifications, ils ont défini la classification NOVA, qui veut dire nouveau en portugais, en 4 groupes technologiques qui, vous allez le voir, sont assez intuitifs et faciles à appréhender pour le grand public. Vous avez les aliments peu pas transformés, qui sont les aliments bruts, qui peuvent être pelés, broyés, cuits, mais auxquels on n'ajoute rien, à part certains conservateurs qui sont tolérés, et on verra que les additifs de conservation n'entrent pas dans la définition de l'ultra-transformation, contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet, dans les médias ou dans la bouche de certaines personnes. Ensuite, vous avez les ingrédients culinaires, qui sont les ingrédients que tout un chacun utilise à la maison, qu'on utilise depuis la nuit des temps pour conserver les aliments, leur donner du goût, assaisonner les plats. Donc on va trouver le sel, le sucre, l'huile, les épices, le beurre, la crème, etc., mais qu'on ne consomme pas tel quel. On voit que ces ingrédients ne sont pas des ingrédients eux-mêmes trop transformés. Et on verra que dans les marqueurs d'ultra-transformation, on a des ingrédients qu'on rajoute, mais qui sont eux-mêmes très transformés, voire purifiés, voire modifiés chimiquement. Ensuite, le groupe 3, c'est simplement la combinaison du groupe 1 et du groupe 2. On ajoute les ingrédients culinaires pour mieux conserver les aliments, avec le sel, le sucre par exemple, pour faire ce qu'on appelle les aliments transformés. Donc on va trouver tous les plats qu'on fait à la maison, on va trouver les plats des terroirs, des traditions culinaires, mais on va aussi trouver le pain. Le pain, c'est sel, ferment, céréales. Le fromage, c'est sel, ferment, lait. On peut trouver des conserves, donc on peut trouver des produits industriels, bien sûr, qui ne sont pas ultra transformés. Donc il faut bien comprendre que si tous les aliments ultra transformés sont industriels, tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés. On peut trouver des produits surgelés, on peut même trouver des plats préparés, si on lit la liste des ingrédients, qui contiennent que des vrais ingrédients. Donc voilà pour les aliments transformés. Ensuite, on bascule dans les ultra transformés, donc cette 4e transition nutritionnelle dont on parlait précédemment, où on passe des vrais aux faux aliments, des vrais aux aliments ultra transformés, et que j'ai appelé les fake foods. Alors, pourquoi fake food? Pourquoi aliments artificiels? Donc il faut bien comprendre qu'est-ce qui a été artificialisé dans ces aliments, et vous allez voir que la définition d'aliment ultra transformé est assez simple. On a artificialisé les propriétés sensorielles ou organoleptiques de l'aliment, qui sont de 4 types. Le goût, la couleur, les arômes et la texture. Il n'y en a pas 5 ni 3, il y en a bien 4. Et donc, on ajoute des ingrédients et ou des additifs qui sont eux-mêmes purifiés, très transformés et d'origine pratiquement et strictement industrielle, pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Donc la modification, ça peut être soit l'imitation, avec les arômes qui imitent les fruits, restaurer des goûts qui ont été perdus lors de l'ultra-transformation, voire masquer des goûts indésirables, et le 4e point qui est sans doute le plus utilisé, exacerber ces propriétés sensorielles de manière artificielle, avec une sensorialité qui n'existe pas dans la nature, mais qui est exacerbée, et qui va pousser à consommer plus que de raison. Et donc, c'est dans ce sens donc, que ce sont des faux aliments, des produits artificialisés qu'on ne rencontre plus dans la nature,
Et on va distinguer deux grands groupes d'aliments ultra transformés. Les matrices totalement nouvelles, c'est-à-dire qui ne sont que la recombinaison d'ingrédients et d'additifs. Donc cosmétiques, hein, cosmétique qui veut bien dire modifier l'apparence. Donc on ne parle pas des antioxydants et des conservateurs. Donc on va trouver les barres chocolatées, les sodas, des desserts lactés, des snacks sucrés, salés, gras, etc. Et puis on va trouver de nombreux plats industriels préparés qui contiennent des vrais aliments, mais auxquels on va rajouter des ingrédients et des additifs cosmétiques, soit pour masquer des goûts indésirables, les exacerber, par exemple. Alors, c'est évidemment très rentable d'exacerber la sensorialité, mais on va avoir des conséquences dramatiques pour les plus jeunes. Pourquoi c'est très rentable? Parce que c'est triplement rentable. D'abord parce que si l'aliment est agréable en bouche par des textures très transformées et qu'il est trop sucré, trop gras avec des couleurs flashy, non naturelles, eh bien on peut être amené à en consommer plus que de raison. C'est-à-dire que finalement le plaisir de manger l'emporte sur la satiété, la dépasse. Donc ça, c'est déjà rentable. Si on consomme un aliment à 10 ou 20% de plus que nécessaire, c'est déjà 10 ou 20% de profit en plus. Et bah, si on a aimé cet aliment, bah, on va le racheter. Donc c'est doublement rentable. Et si on cible les jeunes très tôt, notamment entre 3 et 15 ans, où se forment les habitudes alimentaires et les goûts, on peut en faire des clients à vie. Donc c'est extrêmement rentable. Mais le danger, je dirais que c'est même dramatique, c'est que quand on forme une génération d'enfants, d'adolescents à ces aliments, on les éloigne des vrais aliments avec des goûts plus subtils, plus exigeants, avec des plaisirs, une sensorialité beaucoup moins facile d'accès. Et donc, effectivement, après, il devient très dur chez ces enfants. Eh bien, il est très dur pour des légumes ou même des fruits de rivaliser avec des desserts lactés aromatisés aux fruits, donc des arômes très exacerbés, face à des barres chocolatées, etc. L'ultra-transformation, c'est qu'on artificialise les propriétés sensorielles, goût, couleur, arôme, texture, par des ingrédients et additifs industriels, type colorant, exhausteur de goût, édulcorant, texturant, et arômes artificiels. En France, on utilise plus de 2800 arômes artificiels. Alors, ils ont d'abord une longue liste d'ingrédients. Alors, ça ne fait pas tout, mais on a calculé, la start-up SIGA, avec laquelle je travaille, dont je suis le président du comité scientifique, sur plus de 24 000 aliments emballés, étiquetés emballés en grande et moyenne surface, au-delà de 5 ingrédients, c'est-à-dire 6 et plus, on a plus de 75% de chances d'avoir un aliment ultra transformé, pas 100%. Ça veut dire que vous avez des aliments qui ont plus de 5 ingrédients et qui ne sont pas ultra transformés. Et on peut aussi trouver moins de 5 ingrédients ultra transformés, mais statistiquement, c'est beaucoup plus faible. Les autres caractéristiques, ce sont souvent des aliments suremballés, avec des emballages très colorés et très attractifs, avec souvent des portions individualisées. Et le danger de la portion individualisée, c'est quand vous avez ouvert un sachet de biscuits, s'il y a 4 biscuits dans le sachet et que vous n'en avez besoin que de 2, comme le sachet est ouvert, on tend à finir le sachet. Vous avez aussi des personnages de l'univers des enfants, les héros du moment, des jeux, des promotions, parce que ce sont des calories peu chères et bon marché à produire, ce qui m'amène à dire que plus on va vouloir consommer peu cher, plus on va stimuler l'ultra-transformation, qui justement, avec ses artifices bon marché, permet de produire des aliments en grande quantité. Et enfin, on va trouver des mentions santé, alors pas santé parce qu'on n'a pas le droit aux allégations santé, enfin si on y a le droit, mais c'est des procédés et des procédures très compliquées, donc on va mettre plutôt des mentions du type allégé en gras, sucre et sel, enrichi en fibres, minéraux, antioxydants. On va trouver donc les produits light allégés. On aura aussi des produits véganes, des produits bio qui peuvent être ultra transformés. Le premier chiffre qui a été publié en France sur la consommation française des calories ultra transformées, c'est l'étude Nutrinet, un article publié, si je ne me trompe pas, en 2018, début 2018, pas sûr si c'est 2017-2018, enfin peu importe. On était à 36% de calories quotidiennes,
C'est probablement plus parce que la cohorte compte à 80% de femmes avec un niveau d'éducation qui est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne, donc pas totalement représentatif de la population française, mais ce qui est le cas de beaucoup de cohortes et donc est un biais assez connu. Donc si on extrapole à la population française, on peut supposer que c'est même un peu plus, sachant que les plus défavorisés consomment plus de calories ultra transformées. En ce qui concerne l'enfant, on n'a pas de chiffre officiel. Alors c'est un calcul que j'ai fait, donc qui est, on va dire, empirique. Mais en prenant avec une collègue une journée type d'un enfant qui consommerait plutôt ultra transformé, c'est-à-dire des salles de petit déjeuner pour enfants le matin, plutôt des viennoiseries, qui mangerait donc en restauration scolaire à midi, où on sait que la part d'ultra transformé peut dépasser 50%, et qui le soir, donc si ses parents sont très actifs, n'ont pas le temps de cuisiner, vont lui faire des plats préparés, tout fait à réchauffer, bah, il peut arriver à plus d'un tiers de calories ultra transformées par jour, et même consommer plus de 40 additifs par jour. Donc vous imaginez bien que 40 additifs tous les jours sur 10-15 ans, même si ces additifs ont été autorisés comme étant non à risque, de manière isolée, quand on les prend séparément, on ne sait pas ce que ça peut donner quand ils sont réunis, ce qu'on appelle l'effet cocktail, et sur le long terme. On a absolument très peu de recul là-dessus. En grande et moyenne surface, donc ce sont des chiffres que la startup SIGA a calculé, qui a développé un score holistique du degré de transformation des aliments basé sur Nova, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, SIGA a calculé sur, toujours pareil, sur plus de 24 000 aliments étiquetés emballés, que 67 à 68%, c'est-à-dire les 2 tiers, étaient ultra transformés, et dont 58%, sur ces 58, c'est-à-dire par rapport aux 68, donc ça fait 10% de moins, contenaient plus d'un marqueur d'ultra-transformation. Donc à peine 10%, donc un marqueur d'ultra-transformation. Je reviendrai sur cette notion de marqueur d'ultra-transformation. Si l'on prend toute l'offre alimentaire en grande et moyenne surface, c'est-à-dire en incluant le frais, qui peut être présent dans les supermarchés, c'est-à-dire le vrac, les poissonneries, la boulangerie. Enfin, la boulangerie, c'est pas toujours frais, hein. Des fois on a aussi des produits congelés et des pains préparés à l'avance. En tout état de cause, on arrive à un aliment sur 2. Donc, si on prend l'étiqueté emballé et le non étiqueté emballé, c'est à peu près un aliment sur 2. Une étude de l'INRA de Toulouse a montré, il y a quelques années, 2-3 ans, que dans les magasins bio, ils ont pris le caddie de consommateurs en magasin bio, et ils ont obtenu les chiffres de 27% poids d'aliments ultra transformés, c'est-à-dire à peu près 2 fois moins qu'en magasin conventionnel. Alors c'est normal qu'en bio on en ait moins, parce que la liste des additifs est de 48, contre les plus de 350 autorisés au niveau européen. Donc effectivement, la probabilité d'avoir un additif de type cosmétique est beaucoup plus faible. Cependant, il subsiste en bio, et même dans les produits végétaliens, des ingrédients qui ne sont pas des additifs mais des marqueurs d'ultra-transformation.